Il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza. Sur ordre de Totorina, le chef de Cosa Nostra, 500 kilos d'explosifs, tué le juge Giovanni Falcone. Giovanni Falcone s'est convaincu qu'il allait y arriver. Il était convaincu que Rome avait un vrai ministre, Claudio Martelli, qui l'aidait vraiment. Et il était convaincu que probablement les choses allaient un petit peu mieux. Il n'a jamais arrêté d'espérer que tout ça allait s'arranger, qu'on lui donnerait la possibilité de faire la lumière. Il l'a espéré souvent et cela lui a valu des défaites, des trahisons, des humiliations. Mais il a continué d'espérer, plus fort qu'avant. Il a suivi son éternelle et formidable obsession, la pensée d'un monde sans plus de mafia, brûlée dans sa poitrine. Et quand une pensée habite les corps, peuple les esprits, un jour ou l'autre, elle finit par peupler également la terre. Roberto Saviano, c'est très impressionnant pour moi d'être face à vous. Pour moi, c'est un moment très important de vous rencontrer parce que je vous ai lu depuis très longtemps. Mais ce que je voudrais dire, surtout après avoir lu, je ne l'ai pas tout à fait fini parce que c'est un livre très important et très gros, c'est que les gens vous présentent souvent comme l'écrivain de la mafia, le type qui a pris énormément de risques, qui est protégé en permanence par la police, etc. Tout ça est vrai. Mais ce que je tiens à dire d'abord, c'est que vous êtes un putain de bon écrivain. Il y a peu d'écrivains dans la littérature mondiale aujourd'hui qui écrivent aussi bien que vous. En lisant Giovanni Falcone, j'ai pensé à Truman Capote, à De sang-froid, parce que j'ai lu Sciascia, Mario Puzo, donc les écrivains de la mafia, mais je trouve que vous, dans la précision de votre écriture, dans votre manière de présenter les événements, de rentrer à la fois dans l'intimité des personnages et de raconter des faits historiques, c'est complètement bouleversant et c'est un livre vraiment très important et vous êtes quelqu'un d'important, donc je suis ému et ravi de vous accueillir. Merci. Ce livre, j'ai l'impression que vous l'avez mûri pendant beaucoup d'années. Comment vous est venue l'idée et comment vous vous y êtes mis? Tout d'abord, merci. Merci pour les propos que tu m'as consacrés. Ce n'est pas anodin. Tout mon travail porte sur la littérature. Le journalisme est un moyen, la littérature est une fin. Il n'y avait jamais eu de roman sur Falcone. Seulement des essais, des recueils d'articles, mais jamais de roman. Et pour moi, il était fondamental de pouvoir recueillir du matériel et de le transformer en roman. Il n'y a rien d'arbitraire. Les dialogues ont été reconstruits, parce que je n'avais pas ces dialogues, mais ils ont été reconstruits à la manière d'un archéologue. À savoir que je trouve un bout d'amphore, un fragment d'amphore, et avec mon imagination, j'essaye de reconstruire. Sur le livre, il est écrit roman. Est-ce qu'il est sûr que c'est un roman, lui? Pourquoi c'est pas une no-fiction ou Le journalisme, pour moi, est un moyen, la littérature est une fin, comme je viens de le dire. C'est une nouvelle non fictionnelle. Pour moi, le roman, le nom de roman, ça convient parfaitement parce que c'est le style, c'est une histoire réelle qui n'est pas arbitraire. Cela veut dire que même les reconstructions ont été faites toujours à partir de détails réels et d'enquêtes. Le travail le plus difficile a été d'étudier pour recueillir le matériel. Ça a duré 5 ans, c'était interminable. Et ensuite, il y a eu 1 an d'écriture. Le roman, pourquoi? Eh bien, parce que mon objectif était de faire en sorte que le lecteur s'identifie à la vie douloureuse et aventureuse de Falcone.
C'est un roman très construit qui fait environ 500 pages. Il y a des annexes qui sont assez passionnantes à la fin. Et donc 75 chapitres. Et il est fait d'aller-retour entre, on va dire, 82 et 92, entre Palerme et Rome. Il y a une galerie très impressionnante de personnages. Vous faites revenir, qui pour moi sont des fantômes du passé, Michele Sindona, Della Chiesa, enfin tous ces noms qui résonnent en nous, quoi. Mon cher Della Chiesa, j'aurais préféré vous recevoir en d'autres circonstances. Je vais aux obsèques de la Torre et même au retour de Palerme, j'aurai un peu plus de temps à vous consacrer. Puisque vous êtes à Rome, dressez une première ébauche de ce que sera votre stratégie sicilienne. C'est-à-dire que je voudrais partir moi aussi pour Palerme, tout de suite. Voyez-vous, je pense que le meurtre de Pio La Torre est plus ou moins en relation avec ma nomination. Et vous réussissez ce tour de force de trouver des liens presque naturels entre tous ces personnages. Oui, parce que ce sont comme les protagonistes d'un grand roman épique. Il y a autour d'eux des personnes qui meurent eux-mêmes. Dans leur tête et dans leur cœur, ils n'ont qu'un seul objectif. Et même les personnages négatifs, les criminels, sont très évocateurs, incroyablement évocateurs. Et donc, pour moi, cela a été facile, assez facile, parce que j'avais des personnages qu'aucune imagination n'aurait pu créer, parce qu'ils sont très divers, ils sont pluriels, ils sont riches de courage, mais également de cruauté. Le livre démarre par une scène d'ouverture qui est particulièrement signifiante puisque vous revenez aux années 40 et à la mort du père de Totorina. Totorina, donc, qui est le chef mafieux qui est responsable de la mort de Falcone et qui meurt explosé avec une énorme bombe. Et la cruauté du destin et de l'histoire veut que Rina lui-même a un début de vie, on va dire, ou très tragique. Est-ce que vous pouvez raconter cette scène ? C'est vraiment incroyable, cette histoire, et c'est pour cela que je l'ai mis au début du livre. Le père de Toto, c'était un paysan dans une ville de Corleone très pauvre. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de charbon, une pénurie de tout. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une façon d'arrondir les fins de mois, c'était de prendre du fer et de le revendre. Donc prendre le fer des projectiles de l'artillerie de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque l'on trouvait un peu de poudre dans ces projectiles, eh bien, on les vendait aux artificiers, à savoir aux personnes qui faisaient les feux d'artifice. Et un jour, le père de Totorina et son frère trouvent un projectile, ils l'ouvrent et ils voient qu'il est vide. Le père prend un marteau et une pierre et il commence à cogner, à taper, de façon à le faire en plusieurs morceaux. Mais il ne savait pas que c'était pas une bombe qui serait vide, non, c'était un projectile qui était encore chargé. Et cela permettait donc de faire des trous dans les chars d'assaut et non pas à les détruire. Donc il ne connaissait pas cette bombe, cette forme de bombe. Et donc il pensait que cette bombe était vide et il a commencé à taper dessus. Et en fait, c'était un projectile qui était chargé et donc ce projectile a explosé en 1000 morceaux. Et en plus, cela est arrivé chez lui parce qu'il a apporté ce projectile chez lui. Mais Totorina est le seul à rester vivant. Il s'en est sorti et c'est le seul. Et sous ses yeux, son père et son frère explosent en 1000 morceaux, littéralement. Il va prononcer une phrase plus tard, lorsqu'il sera vieux. Il a dit « Mon père n'a pas été tué par la bombe, mais par la faim ». Et donc, ce tout petit enfant, qui va rester tout petit d'ailleurs, il va être plein de rancœur. Et ce sera un très mauvais chef de mafia. Parce qu'il a décidé de faire de Cosa Nostra une organisation non démocratique. Les mafias sont démocratiques, toujours. En tout cas, celles qui sont victorieuses. Et donc, il décide de faire de la mafia une structure fermée, autoritaire.
avec une méthode terroriste. Et il va arriver au pouvoir dans Cosa Nostra en utilisant une pensée idéologique extrêmement précise. À savoir que les Palermitains, qui sont ses rivaux, sont en train de trahir les principes de Cosa Nostra. C'est ce que dit Riina. Et nous, qui sommes des Corléonais, nous allons prendre le pouvoir de Cosa Nostra pour remettre à l'ordre du jour les vraies valeurs de l'organisation. Corleone est une ville très pieuse. C'est une ville où les mafiosi rivalisaient pour porter à travers la ville la statue de la Vierge. Cette procession faisait halte, avec l'accord du prêtre, devant les demeures des chefs de la mafia, devant les maisons des personnalités les plus influentes de la ville. À un moment, vous parlez, mais très fugacement, de la coupole. Riina était le chef de la coupole. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est la coupole? Est-ce que la coupole, c'est uniquement le rassemblement de mafieux de Cosa Nostra, ou est-ce que ça regroupe aussi d'autres groupes mafieux? Et est-ce que la coupole existe encore aujourd'hui? La coupole est un espace politique qui réunit les membres de tous les mandamenti de Cosa Nostra. Les mandamenti, ce sont les territoires qui sont confiés aux familles. Donc c'est un petit peu comme si c'était un parlement, pour être exact, un sénat de Cosa Nostra. C'est un sénat qui élit un roi. Et lorsque Riina est arrivé au gouvernement de Cosa Nostra, ce n'était pas lui le roi, c'était Michele Greco, le pape. Après le pape, c'est Riina qui est devenu le roi. Et oui, la coupole existe et elle existera tant qu'il y aura la mafia. Votre livre est sorti en Italie il y a 3 années. Pourquoi ça a mis autant de temps pour arriver en France? Et quel a été l'accueil en Italie? J'ai l'impression, pour avoir lu quelques articles, que une partie de la presse italienne est jalouse de votre succès, vous fait le procès d'utiliser le travail d'autres personnes, etc. Comment est-ce que vous vivez ça? Donc il y a 2 questions à l'accueil en Italie, et comment est-ce que vous vivez ça? L'accueil a été précieux. Parce qu'on a vendu tout de suite 100 000 exemplaires, c'est un résultat immense pour l'Italie. C'est un livre volumineux, donc il a été lu par des générations qui ne connaissaient pas Falcone. 3 ans en France, simplement parce qu'il fallait faire traduire le livre, et puis également ce sont les délais pour la maison d'édition. Alors, ce qui concerne l'accusation qui est portée contre moi, je dirais que c'est quelque chose de typique de dire qu'on utilise le travail de quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne fais pas de faits divers, j'utilise les faits divers. Et donc, les journaux de droite le font toujours, cette accusation. Bon, ils vont continuer à le faire. D'ailleurs, je crois que c'est un honneur pour moi d'être accusé par ces journaux. Pour moi, la méthode, comme j'ai essayé de le raconter, consiste à réunir toute cette fresque relative à Falcone, donc c'est-à-dire les faits divers, les chroniques judiciaires, également l'actualité politique, et faire ressortir dans ce contexte le protagoniste, le personnage principal. De la sorte, le lecteur n'a pas seulement le récit de Falcone, il a également le récit de l'époque de Falcone. Et il comprend, le lecteur, combien il était seul. Combien il a été massacré? Il a été massacré par des personnes qui disaient être ses amis. Et vous décrivez des scènes dont on a l'impression qu'elles sont inventées, et elles sont très impressionnantes parce que c'est décrit avec minutie. Je pense en particulier, enfin il y aurait 50 histoires à raconter, mais au début du livre, il y a une scène assez impressionnante qui est celle d'un attentat où la femme du protagoniste a sa vie sauvée grâce à un petit agenda en argent et la balle du tueur. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu raconter ça? De qui s'agissait-il? Et c'est pas inventé, donc. Non, c'est une vraie histoire, une histoire réelle. C'est une histoire de narcotrafic entre Milan et les États-Unis. Pendant
un attentat, cette balle est arrêtée, littéralement arrêtée par un agenda. À l'époque, les agendas avaient une structure en métal, enfin c'était la couverture. Cet agenda était dans la poche de la veste qui était donc près de la poitrine et de la sorte, l'agenda a arrêté le projectile. C'est pas si rare que cela d'ailleurs. Et il y a eu cette opération parce que l'objectif était d'arrêter un trafic entre les États-Unis et l'Italie. Et souvent, dans le livre, on a l'impression que c'est une image qui vient tout droit d'un scénario. Mais en fait, l'invention ne pourrait jamais arriver à ces sommets d'imagination, ces sommets de fantaisie. Il y a également le tueur de Cosa Nostra qui se déplace toujours avec un enfant, Contorno. Ça, c'est une scène que si je l'avais mis ça dans un film, si je l'avais inventé, on m'aurait dit mais non, c'est pas possible. Tu te rappelles, c'est Contorno qui est toujours avec un enfant. C'est pas son fils, c'est un ami de son fils parce qu'il sait très bien que Cosa Nostra ne peut pas y tuer une personne s'il y a un enfant qui est présent. Et donc, il emmène toujours cet enfant avec lui. Pour que les gens comprennent le style Saviano, je vais lire ce passage-là, qui est page 72. Par une chaude soirée de mai, Basile participait avec sa famille à la fête de Santissimo Crocifisso, le patron de Montréal. Montréal, c'est un quartier de Palerme, non ? Oui. Et Basile, c'est qui ? C'était un policier qui faisait une enquête, un des plus importants. Peu après minuit, alors que les feux d'artifice coloraient le ciel en éclatant entre les immeubles, le capitaine des carabiniers marchait avec sa femme Silvana, leur fille Barbara, âgée de 4 ans dans ses bras. La vie à Pietro Novelli était noire de monde. Personne ne s'attendait à ce qu'un tueur arrive dans son dos. Dans le dos, encore une fois, et ouvre le feu avant de prendre la fuite en voiture. Sa femme s'en est tirée en vertu de ce que beaucoup de gens considèrent comme un miracle, en essayant de s'interposer entre le tueur et son mari pour protéger ce dernier. Elle a été touchée par une balle. Si elle n'est pas morte, c'est seulement grâce à un petit agenda de 3 cm sur 4 à la couverture d'argent, un cadeau de son mari, où le projectile est allé se planter. Alors, il y a dans votre talent à raconter cette histoire, le théâtre des opérations, j'ai envie de dire, l'endroit où ça se passe, c'est le bureau de Falcone. Chaque fois, vous y revenez, enfin, quand il est à Palerme, et vous partez de là pour imaginer, en tout cas pour inventer des scènes. Et dès le départ, il y a une histoire que je ne connaissais pas et qui est assez saisissante, c'est la scène du couteau. C'est-à-dire que votre personnage, Giovanni Falcone, il a l'impression d'avoir en permanence dans sa vie un couteau sous la gorge, mais c'est pas anodin. Parce que dans son passé, quand il était magistrat qui surveillait les prisons, il a été victime lui-même d'un attentat. En réalité, c'est un enlèvement, un kidnapping, c'est-à-dire que dans la prison, il y avait une personne qui était liée au terrorisme politique, qui prend possession de lui, qui lui met ce couteau sous le cou, donc à la gorge, pendant un interrogatoire, et il commence à négocier. Mais Falcone n'a pas peur. Il comprend que c'était un acte symbolique, une sorte de théâtre. Mais cette lame sous sa gorge, qu'il ne fit pas peur à ce moment-là, il va sentir cette lame pendant toute sa vie. Il y a cette sensation qui lui revient à l'esprit parce que la lame, le couteau qu'il subit sous sa gorge est beaucoup plus forte que celle qui avait été saisie par ce terroriste qui voulait juste s'évader. Il y a un moment, vous dites que la première femme de Falcone, Rita, il découvre qu'elle est liée à Jenna, je crois, à quelqu'un qui est lié à la mafia, un magistrat qui est lié à la mafia, ou j'ai mal compris? Donc, il avait effleuré ce monde dans les enquêtes sur le monde criminel. À Trapani, quand il est... Oui, exactement, lorsqu'ils étaient à Trapani. En fait, le grand drame dans cette histoire... c'est un drame personnel pour Falcone parce que Rita l'a quitté pour son chef. C'était difficile de l'écrire pour moi parce que
Les aspects intimes sont importants, mais à mon avis, les aspects privés ne sont pas importants. Je ne veux pas parler des aspects privés, mais je veux parler des aspects intimes. Et ça, c'est quelque chose d'intime. C'est la douleur éprouvée par Giovanni Falcone face à un échec de son mariage. Mais on se rend compte aussi que Falcone est un homme amoureux, puisqu'il rencontre ensuite sa seconde femme, Francesca, je crois que c'est son nom. Elle occupe ses pensées, c'est un personnage très important du livre, elle est magistrate aussi, et il peut pas concevoir la vie sans elle. Francesca est un amour inattendu. Et peut-être que les amours sont toujours inattendus. Mais il ne croyait pas pouvoir avoir une seconde possibilité. Il a beaucoup aimé sa première femme, beaucoup aimé. Et il ne pensait pas que ça se terminerait, leur relation. C'est pas lui qui a voulu que se termine cette relation. Francesca est arrivée dans sa vie, et à un certain moment, il se rend compte qu'il la met dans une situation de risque. Pendant une longue période, il ne vit plus avec elle, ils ne dorment plus ensemble, et ils ne partagent pas la voiture, ils ne montent pas ensemble dans la voiture. Puis, quelque chose change. Eh bien, ça, c'est un petit peu l'ironie du sort, l'ironie de sa vie. D'ailleurs, c'est très difficile pour moi d'écrire ces choses. Giovanni Falcone s'est convaincu qu'il allait y arriver. Il était convaincu que Rome avait un vrai ministre, Claudio Martelli, qui l'aidait vraiment. Et il était convaincu que probablement les choses allaient un petit peu mieux se passer. Et donc, il a décidé de remonter dans la voiture avec sa femme, donc de voyager avec sa femme dans la voiture. S'il avait su que, à ce moment-là, il était la cible d'une opération militaire de Cosa Nostra, il n'aurait jamais voyagé dans la même voiture que sa femme. Or, il va mourir avec sa femme parce qu'il était convaincu que les choses allaient un petit peu mieux. L'âme damnée du livre, le personnage le plus noir et le plus sombre, c'est sans doute Totorina, donc vous démarrez avec lui. C'est lui aujourd'hui, on le sait, qui est responsable de la mort de Falcone. Et il y a un passage que j'ai relevé, que je vais lire, qui est très court, qui décrit le personnage de Rina. Je vous lis, page 114. Cinici se rend compte de la naïveté de sa question. Cinici, c'est un flic et il discute de Rina. Rina n'épargne personne. Il peut éventuellement lui arriver de faire une victime de plus, jamais une de moins. Dans la stratégie du petit, donc le surnom de Rina, mieux vaut trop que pas assez. Falcone n'a pas besoin de le lui expliquer. Autrefois, quand Bondat, il parle des flics, était à la tête de la coupole, des formes de médiation auraient peut-être été envisagées, voire un accord. Avec Rina, c'est impossible. Vous connaissez bien, on le voit avec le livre Falcone, mais Rina, comment vous le décririez? Quel type de personnage, à part le tueur sanguinaire? C'est quelqu'un qui avait quand même un dessein, qui, à part tuer les gens, il avait, même s'il était frustre, on a tous les images de Totorina en tête, c'était quelqu'un qui avait une forme d'intelligence animale, mais une forme d'intelligence et de stratégie à long terme. Non, c'est tout le contraire. Rina était un homme d'une grande intelligence politique et militaire. C'est un homme qui a une vision mystique de Cosa Nostra. Il méprise les personnes qui profitent de l'argent de Cosa Nostra. Il méprise les personnes qui mènent leur vie loin de la famille. Il méprise également les personnes qui dépensent de l'argent dans des maisons luxueuses et donc des personnes qui sont dans Cosa Nostra juste pour gagner beaucoup d'argent. Donc il a une vision éthique de Cosa Nostra. L'éthique est la gestion du pouvoir. Et aussi la gestion de la vie de toutes les personnes sur lesquelles Cosa Nostra commande. Et donc, Rina n'est absolument pas un frustre ni un rustre. Il veut à tout prix accentuer son profil de paysan lorsqu'il est dans les tribunaux, dans les procès. C'est un petit peu pour dissimuler son pouvoir. C'est un homme vindicatif, autoritaire, totalitaire.
io non ho mai, io ho fatto solo l'agricoltore, il contadino, lavorando onestamente. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est mort Totorina? Il a été arrêté dans une maison à Palerme, dans un quartier résidentiel de la ville, tout à fait calme et tranquille. Il y a un groupe de personnes qui vont l'arrêter, un groupe de personnes qui était commandé par le capitaine des carabiniers. Et il est mort en prison. Riina, de même que Provenzano, est mort en prison. C'est-à-dire qu'ils meurent tous les deux sans avoir jamais décidé de collaborer avec la justice. Et ils seront âgés à leur mort. Et ils seront seuls lorsqu'ils sont à la mort, qu'ils meurent. Et en plus, lorsqu'ils meurent, ce sont des rois. C'est-à-dire que Riina est mort comme un chef de Cosa Nostra, même s'il était en prison depuis 20 ans, eh bien, il était encore formellement le roi de Cosa Nostra. Une Cosa Nostra qu'il a contribué à détruire. Pourquoi? Parce qu'il a géré Cosa Nostra de la pire des façons possibles. Et il ne s'est pas inquiété des relations et des rapports avec le reste de la société. Il s'est juste occupé et exclusivement des relations, des pouvoirs qui sont internes à l'organisation, à l'intérieur de l'organisation. Il a tué Falcone pour défendre son pouvoir, le pouvoir de Riina et le pouvoir de Cosa Nostra. Vous dites que Cosa Nostra, il a participé à la destruction de Cosa Nostra, mais Cosa Nostra aujourd'hui, c'est quoi? C'est la mafia la moins puissante d'Italie. À cause de Riina, ou peut-être grâce à Riina. Riina a mis Cosa Nostra en favorisant les autres organisations, la Camorra par exemple, ou l'Ndrangheta. Donc ces organisations sont en osmose, à savoir qu'elles ont des contacts entre elles. Et les Corleone, à savoir la famille, le cartel de Cosa Nostra qui avait l'hégémonie, est très détesté de toutes les organisations, et pas seulement des organisations italiennes. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop attiré l'attention. Et en attirant l'attention, Riina a eu la force d'éliminer ses ennemis en interne. Mais en fait, il a éliminé la force même de l'organisation. Je me souviens avoir lu il y a longtemps un des derniers romans de Mario Puzo qui s'appelle Omerta, et avoir lu des interviews de Puzo où il explique que aujourd'hui la mafia a muté et que c'est devenu une entreprise avant tout financière. C'est-à-dire être mafieux aujourd'hui, c'est pouvoir contrôler des outils financiers, c'est réinventer en permanence le blanchiment en utilisant ces outils. Est-ce que vous, Roberto, vous avez enquêté aussi, enfin, est-ce que vous travaillez aussi là-dessus? Et comment s'arrange la mafia ou les mafias avec le monde de la finance? Comment ça s'interpénètre? Très intéressant. Ce qui est sûr, c'est que les organisations criminelles ont toujours investi dans l'économie légale. La force financière s'explique par deux dimensions différentes de l'organisation criminelle. D'une part, la dimension dans les rues. On recueille dans les rues l'argent provenant de l'extorsion, du trafic d'armes, du trafic de drogue, etc. Mais d'un autre côté, la seconde dimension, ce sont les banques, le blanchiment, les investissements. Pourquoi les mafias sont-elles une garantie? Parce qu'elles confient leur argent à des médiateurs qui, de façon autonome, décident à qui donner cet argent. Les mafias ne savent même pas où va être mis cet argent. Elles ne le savent pas. Elles donnent de l'argent. Je parle de finances et pas de biens immeubles. Donc, elles donnent de l'argent, argent qui ensuite doit revenir dans leur caisse, mais avec une somme plus importante. Et les responsables de cet argent doivent payer physiquement, souvent de leur personne, si quelque chose se passe mal. Enfin, elles payent vraiment de leur personne, ces personnes qui sont des médiateurs. Et donc, elles savent à qui confier leur argent, mais elles ne savent pas où est destiné cet argent. Et donc, même si un jour, il devait y avoir des repentis, eh bien, même ces repentis ne sauraient pas où est l'argent, où a été mis l'argent.
De même que les investisseurs qui confient leur argent à un comptable, à un expert comptable, eux-mêmes ne savent pas où va cet argent. Et ensuite, il y a les biens immeubles. Eh bien, les mafieux savent où arrivent les économies, à savoir les distributeurs d'essence, etc., enfin les stations d'essence. Dans le livre, on voit qu'une des obsessions de Falcone, c'est ses relations avec les banquiers siciliens, quoi. Il essaie de récupérer des documents, il a beaucoup de mal à les récupérer. On est dans les années 80, mais si on se projette maintenant dans le temps aujourd'hui, la mafia reste toujours protégée parce que les enquêteurs, même aujourd'hui, en France, par exemple, avec les affaires de narcotrafic, etc., ne parviennent pas ou ne veulent pas parvenir à reconstituer des circuits financiers. On a vu au moment de la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis que les États-Unis, le pays entier et son système bancaire a été sauvé grâce à l'argent de la mafia. Encore plus qu'avant, l'argent noir, l'argent du crime organisé est complètement mélangé aujourd'hui et le constat est dramatique. Oui, absolument. Je vais te répondre. Et ensuite, pendant une minute, il faudrait que tu racontes aux personnes qui nous écoutent, parce que je crois que c'est la première fois que l'on dit cela en France, que tu racontes de quelle manière l'argent de la mafia a contribué à sauver la situation des subprimes. Je crois que ça vaut la peine d'en parler. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui d'après mes études? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il est impossible de tracer l'argent comme l'a fait Falcone. Falcone a réussi à tracer cet argent entre l'Italie et les États-Unis parce que ça a laissé des traces sur le plan physique, par exemple des carnets de chèques. Boris Giuliano aussi est mort à cause de cela parce qu'il faisait une enquête avec Falcone sur ces questions. Et il a eu des contacts avec un directeur de banque et Giuliano n'avait pas compris que c'était ce même directeur de banque qui faisait du blanchiment d'argent. Il pensait que ce directeur de banque était complice ou bien qu'il était l'objet d'un chantage, mais il ne pensait pas que c'était lui-même qui blanchissait l'argent. Et donc, il a été tué. Pour cette raison, pendant l'enquête. Aujourd'hui, il n'y a aucune trace. Aujourd'hui, il suffit d'un clic. Un clic, littéralement, suffit pour envoyer l'argent. Les organisations criminelles réussissent à faire disparaître des millions dans les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux sont des constructions mafieuses au service notamment des plus grandes entreprises, des fraudeurs du fisc de taille moyenne. Mais surtout, il s'agit de recueillir l'argent illégal. Et ensuite, on se met au service de toutes les personnes qui veulent faire usage de cela. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Même si un repenti dit « j'ai mis 50 millions à Chypre », si ce compte courant ne lui appartient pas, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une saisie qui est faite sur son compte, eh bien, il n'y a rien à faire, c'est impossible. Parce que en offshore, il y a les codes alphanumériques. Il n'y a absolument aucune obligation pour le pays concerné d'obéir à une demande provenant d'un autre pays, de la justice. Donc, rien. Ça veut dire que le capitalisme est devenu mafieux. À l'époque de Falcone, il y avait une partie du capitalisme qui voulait rester à l'intérieur des règles, dans le cadre des règles pour défendre le libre marché. C'est-à-dire, on respecte les règles pour pouvoir rester dans une société où on va pouvoir se développer, mais sans avoir de concurrents qui soient dopés. Et lui, il s'appuyait là-dessus, Falcone. Aujourd'hui, c'est impossible. Et alors, là, vous parlez de Falcone, mais il y a aussi, j'ai en mémoire un juge italien qui s'appelle Imposimato, qui est un autre juge italien, qui est toujours en vie, heureusement pour lui, non? Non, il est mort de vieillesse. Oui, j'ai eu peur. Mais Imposimato... Son frère a été tué, Franco a été tué, son frère. Et lui s'intéressait de près au Luxembourg
comme ce paradis fiscal. Je ne sais pas si dans tes enquêtes, tu t'y intéresses aussi. Et il avait découvert que cet argent de la mafia était lié au Vatican avec le banquier Michele Sindona. Et pour retrouver la trace de cet argent, il s'était intéressé à une multinationale à Luxembourg que je connais bien, qui s'appelle Clearstream. Et que la traçabilité de tous ces échanges financiers pouvait être retrouvée là-bas. Moi, ça a été un de mes travaux, enfin, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Est-ce que toi, Roberto, dans tes enquêtes, dans tes travaux, tu remontes aussi au Luxembourg? Est-ce que c'est une plaque importante aujourd'hui dans l'argent, la protection des mafias? Luxembourg, Liechtenstein, Andorre, Malte, Chypre, Gibraltar, Jersey, Aruba, Amérique du Sud, mais en fait, ça appartient aux Pays-Bas, Londres, Amsterdam. Voilà, ça c'est la liste des endroits où les organisations du monde entier cachent leur argent. C'est incroyable que tout ceci soit légitime. Et si ces pays m'appelaient demain pour dire « donne-nous les preuves », je ne peux donner que des indices, ce sont des conjectures qui se basent sur des enquêtes italiennes, américaines. L'Amérique à l'époque d'Obama, quelque chose qui sont mémorables, c'est l'utilisation qui a été faite par Obama du Passion Act, c'est-à-dire un instrument antiterroriste. Et lui, il a déplacé cet instrument sur la question du narcotrafic. Il a découvert, par exemple, un scandale avec une banque importante européenne également, qui blanchissait l'argent du narcotrafic. Et cette loi dit que si une banque fait des affaires avec un ennemi des États-Unis, toutes les personnes qui ont un partenariat avec cette personne ne peuvent avoir de contact avec les États-Unis. Et donc, évidemment, tout le monde a donné des informations à partir de là. Mais ça s'est limité à cette époque-là. Après, c'était le silence. Cela a permis que de grands groupes financiers reconnaissent leurs responsabilités, savoir qu'ils reconnaissent qu'ils avaient été infiltrés par les organisations criminelles. Ils ont rendu l'argent. Ce sont des milliards. Il est question de milliards. HSBC, enfin d'autres banques, c'est-à-dire qu'on est en train de parler du NBA de la finance mondiale. Et ces informations sont des informations qui ont été fournies par le gouvernement américain. Attention, pas par un journaliste qui a découvert ces informations. Et malgré tout, il n'y a plus eu aucune action, il n'y a plus eu aucune enquête de la part de ces pays en ce qui concerne le blanchiment. Est-ce que tu suis un peu l'actualité française? Est-ce que tu as remarqué que depuis quelque temps, le narcotrafic dans des villes comme Marseille, Grenoble et d'autres fait la une des journaux? Il y a des déclarations de politiques à droite et à l'extrême droite, beaucoup qui disent que c'est un fléau, qu'il faut lutter contre ça. Quel regard tu portes sur cette actualité? Et est-ce que tu ne penses pas que le premier combat, encore une fois, c'est celui de l'argent, c'est-à-dire celui et il n'y a aucune véritable volonté politique pour aller chercher cet argent? Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Mais c'était quand même un début important. On est très en retard en France. C'est comme s'il y avait eu un silence pendant des années depuis l'époque de la French Connection. On va dire que c'était la première organisation de narcotrafic en Europe qui a importé l'héroïne du sud-est asiatique, du Vietnam jusqu'à l'Europe. Il y a également un lien important avec les Italiens. Et donc, depuis lors, c'est comme s'il y avait eu un grand silence depuis la French Connection. C'était jamais un silence complet de la part des journalistes français, mais un silence politique, ça, c'est sûr. Il n'y a pas eu la volonté d'arriver à quelque chose qui peut sembler rhétorique, mais on n'a jamais étudié l'aspect bourgeois de la chose. Parce que le narcotrafic, bon, bien entendu, ça se passe dans les rues, on le voit, ça c'est important, mais ce n'est pas là que se situe le flux du narcotrafic. Où est destiné l'argent du narcotrafic? Quels sont les biens qui sont saisis par la France? Il y en a très peu en France qui sont saisis. Ce qui est saisi, eh bien, c'est souvent grâce aux informations fournies par les Italiens. Dans combien de supermarchés, de stations à essence, d'entreprises de transport, hôtels, restaurants, il y a dans toutes ces structures, beaucoup de structures, l'argent du narcotrafic.
En France ou en Italie? Oui, oui, en France. Et pas seulement. Vaste coup de filet anti-crime organisé en Italie. Une opération menée par 4 parquets et la Direction nationale anti-mafia a donné lieu à 21 arrestations, 56 ordonnances de garde à vue et la saisie d'actifs d'une valeur d'environ 600 millions d'euros. Les personnes interpellées sont notamment soupçonnées d'associations de type mafieux, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale sur des produits pétroliers. Comment obtenir le consensus de la politique? Eh bien, en finançant la politique. C'est le boss qui finance la politique. Non, c'est pas le boss, c'est l'entrepreneur qui a reçu de l'argent du boss. Il n'y a pas un accord avec la criminalité, c'est pas possible, ça remonte aux années 80, c'est du passé, où les mafias n'avaient pas confiance et donc elles voulaient mettre leurs hommes directement, chose qui se fait encore en Italie et même en Corse. On met directement quelqu'un de la famille, directement, mais c'est sur un petit territoire, c'est-à-dire là où ils vivent, là où ils se cachent, mais jamais au niveau des ministères, on met jamais un ministre, on met jamais un président. Il faut conditionner le président, il faut conditionner le ministre. Alors que si tu mets un homme de ta famille, déjà les autres familles vont avoir peur. Et ensuite, il est facile d'intercepter cette relation parce qu'il y a aussi une sorte d'habitude physique de se voir et tout cela. Non, donc jamais il ne se comporte ainsi. Mais le sujet maintenant est, maintenant que la France a découvert qu'il y a un énorme narcotrafic, où est l'argent maintenant ? Quelle politique est financée par cet argent? Et je voudrais ajouter une dernière chose. Le mensonge selon lequel ce sont les immigrés, les migrants de première ou seconde génération qui sont les vrais responsables du crime en France. C'est pas vrai. Alors, bien sûr, les dealers dans les rues sont des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Et les personnes qui payent pour leurs crimes, ce sont leurs communautés qui sont saines. La mafia tunisienne opprime la communauté saine des Tunisiens. Elle les a sous emprise, elle les menace, ces personnes. Et qui bénéficient de l'argent des dealers, des trafiquants tunisiens? Ce sont les banques françaises. Ce sont les sociétés immobilières françaises qui ont des liquidités, des flux qu'elles peuvent investir. Mais pour expliquer tout ça, il faut du temps. Dans les rues, on ne voit que des personnes qui sont en survêtement, qui vendent de la drogue et qui sont d'origine africaine. Mais si on s'arrête à cela, on se dit « Et voilà, cette personne est venue ici pour vendre de la drogue. » Alors que c'est exactement le contraire. Cette personne est venue et elle vend de la drogue parce qu'il y a un système économique qui veut cet argent. C'est ce qui se passe aux Pays-Bas, en Belgique. C'est ce qui se passe également dans le nord de l'Europe, maintenant. Parce que le nord de l'Europe, aujourd'hui, a ouvert les portes à ces capitaux. Et donc, cela fructifie très rapidement. Avant, ces capitaux étaient là, mais on va dire que leur développement a été plus lent. La mocro-mafia aux Pays-Bas est très forte. Pourquoi? Elle est forte parce qu'elle a pu compter sur les systèmes offshore néerlandais d'aujourd'hui. Il y a 40 ans, ce n'est pas possible, ça aurait été très difficile, il aurait fallu envoyer l'argent au Maroc, il aurait fallu investir cet argent avec beaucoup plus de difficultés. Et donc, il n'y avait pas ce développement, cette expansion en 1 mois ou 2 mois, c'est ça la rapidité. Tu sais pourquoi c'est rapide? Parce qu'un chargement de cocaïne, un seul chargement de cocaïne, les derniers chargements qui ont été saisis ici ou en Italie, eh bien, ils permettent d'avoir un gain de 20 à 50 millions. Donc, si ça marche, avec 20 millions, eh bien, on peut créer une organisation en partant de rien. C'est très rapide. Et c'est là l'origine de la violence. S'il n'y avait pas ce développement, cette croissance aussi rapide, eh bien, il n'y aurait pas cette violence, ces meurtres. On ferait des alliances, enfin, on trouverait des accords. Alors qu'avec le narcotrafic, c'est la raison pour laquelle à Marseille, on s'entretue. Et c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Si, pendant 1 semaine,
tu arrives à t'en sortir, eh bien, tu peux gagner 1 million et tu peux construire une vraie armée. Alors que si cette affaire n'est pas si importante, eh bien, les organisations se parlent. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte seulement maintenant. Le débat politique français ne se rend compte que maintenant de ce qui est en train de se produire. Est-ce que tu es favorable, toi, à la libéralisation de la vente des drogues douces, même peut-être dures, en les contrôlant, pour tuer le trafic, ou comment tu vois ça ? Eh bien, les drogues douces doivent être légalisées, à mon avis, tout de suite, alors que ce sera plus difficile pour les drogues dures, parce que la société n'est pas prête. Ce serait bien qu'un jour, les sociétés soient prêtes. Être prête, cela veut dire ne pas être enclin à être accro à la dépendance. Il y a eu un moment où il y avait de la drogue qui circulait, comme par exemple la morphine, mais il y avait plus de contrôle. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. J'ai vu la provocation du président de la Colombie qui a dit qu'il fallait légaliser la cocaïne, mais ce serait un drame. Alors, c'est un drame, encore une fois. Il suffit de voir le fentanyl. Le fentanyl est en train de détruire la société américaine, vraiment, dans le vrai sens du terme. Il la détruit. Ces rues du quartier de Kensington sont devenues des salles de shoot à ciel ouvert. Ces hommes et ces femmes restent comme figés sur place. On les surnomme les zombies. Cette drogue très addictive provoque une perte de contrôle quasi totale. Ça m'arrive tous les jours d'être comme ça. Allez-y, filmez-moi, je m'en fous. Et ça aussi, c'est intéressant d'ailleurs, parce que le fentanyl n'arrive pas en France, juste parce que les organisations criminelles françaises ne veulent pas que le fentanyl arrive. C'est pas qu'il y a un contrôle de la police, c'est juste les cartels qui ne veulent pas que le fentanyl arrive en France. Je vais te lire parce que tu as, en quelques lignes, tu résumes ce que tu penses de la drogue. C'est en page 143, tu parles d'une conférence où un médecin qui explique. Et j'ai trouvé ça assez éclairant sur la drogue. Tu fais parler ce médecin qui dit « Le problème, c'est qu'au bout de 2 petites heures, vous êtes obligé de sortir de la pièce et que la vie qui a été la vôtre jusque-là n'existera plus. Cette pièce deviendra la seule chose qui compte pour vous et tout ce qui est en dehors se fanera, perdra du sens. Pardonnez-moi d'être si... Vous allez penser que j'essaie de vous terroriser. Le problème, c'est que c'est exactement comme ça que les choses se passent. Croyez-moi, les personnes qui sont aujourd'hui au centre de votre vie, votre famille, votre petite amie, vos amis, deviendront des figurants. Non, en fait, elles deviendront des moyens. Rien d'autre que des moyens pour obtenir de la cam. Et le médecin pose la question, quelqu'un parmi vous a-t-il un ami toxicomane ? Je lis ça parce que tu parles de ça, mais tu as une manière... ça montre aussi ton talent d'écrivain, parce que le problème de la drogue est un problème très complexe, quoi. Parce qu'il y a l'argent, mais il n'y a pas que ça. Et moi, j'ai un problème d'écouteur, mais c'est pas grave. Je voulais te poser une question par rapport à Giorgia Meloni et par rapport à l'extrême droite en Italie et d'ailleurs en France. J'ai vu que Giorgia Meloni apprécie assez peu ta littérature et donc elle a dit que c'était facile pour toi d'écrire sur la mafia parce que tu gagnais de l'argent grâce à ça. Je trouve ce propos absolument désobligeant, malfaisant, incroyable. Je voudrais savoir, pas ce que tu penses de Meloni, je m'en doute un peu, mais quel lien tu vois entre d'abord la France et l'Italie par rapport à cette extrême droite ? J'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard derrière l'Italie. Et puis aussi, quelle est la possibilité pour ces partis au pouvoir aujourd'hui ou au bord du pouvoir, de lutter contre le crime organisé ? L'extrême droite italienne et l'extrême droite française ont la même attitude vis-à-vis de crimes organisés. En faire une question d'ordre public en lien avec l'immigration. Et donc, ils associent le crime organisé, ce qu'ils appellent le crime organisé, à des problèmes de rue, à savoir les viols, les agressions et le deal. Ils ne sont absolument pas à mesure, parce qu'ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas non plus la volonté, ils ne sont pas en mesure d'aborder cette question de façon plus complexe et approfondie. Ils exploitent, ils surfent sur l'émotion. Les personnes qui sont désespérées, les banlieues, les agressions, tout ça, bon, évidemment, ce sont des choses qui sont très graves. Les gauches en Italie et en France n'ont jamais su décrypter ces sujets. Ils n'ont jamais su le faire. Ils ont toujours donné la sensation de défendre les agresseurs. Ils ne l'ont pas fait, mais en fait, on a toujours eu cette impression, une grande partie de l'opinion publique a eu l'impression qu'ils défendaient
ces aspects. Quindi sono molto simili. Et donc, on va dire qu'il y a beaucoup de similitudes. Chiaramente Giorgia Meloni me di scrivere m'accuse su questi temi d'écrire sur ces questions un furbo en évoquant la spéculation de façon très habile. À savoir, vu que tu gagnes de l'argent, ce que tu écris, c'est faux. C'est un peu comme si vivre de son travail ou avoir du succès grâce à son travail serait la preuve que ce travail n'est pas sincère. Évidemment, avec cette accusation, elle va obtenir beaucoup de choses. Tout d'abord, que je ne travaille plus. Et donc, je n'ai plus les ressources pour continuer ces recherches ou pour me défendre devant les tribunaux. Et puis, Giorgia Meloni n'a jamais travaillé de sa vie. Jamais. Elle a toujours fait que de la représentation politique. Parfois, ça peut être un travail, d'ailleurs difficile, mais pas toujours. Elle a une logique de famille, de bande, je dirais. J'impose les personnes que je veux, indépendamment de leurs compétences, agressives et ignorantes. Et revendiquant son sens pratique, à savoir qu'elle résout rapidement les questions et superficiellement les questions. Je pense que c'est le pire personnage politique italien de ces dernières décennies. Le pire parce que difficile à décrypter. Faux, ce personnage. Et malheureusement populaire. Oui, elle est populaire parce qu'elle s'adresse aux instincts les plus bas. Sa popularité a pour origine l'horreur vis-à-vis des personnes qui l'ont précédée, au fait, à l'inexistence de l'opposition. Je suis un intellectuel qui, depuis toujours, s'oppose à ces gouvernements, pas seulement à ce gouvernement d'extrême droite, et probablement, même certainement, j'ai échoué. Moi aussi, je n'ai pas réussi à comprendre, mais souvent, on m'a empêché d'avoir des espaces pour m'exprimer. Mais pour revenir au sujet le plus important, le fait de pouvoir accuser un écrivain et de dire qu'il écrit mais qu'il a, disons, des visées cachées. C'est n'importe quoi, c'est une menace. Il y a un objectif. L'objectif est de dire, tu parles des blessures de l'Italie parce que c'est ça qui fait vendre. C'est un mensonge absolu. La plupart des fictions ou des livres, donc des films ou des débats publics portent sur des figures positives, des gentils, le policier qui est un héros, etc. Mais c'est pas vrai. Il manque la rhétorique de l'engagement bienveillant. Elle veut laisser croire que affronter le thème de la criminalité, cela signifie faire se propager le crime. Et c'est ça la chose la plus dangereuse. C'est une façon très habile de faire se propager l'omerta. Je vais t'expliquer. T'imagines par le passé, tu vas t'en souvenir certainement. Par le passé, lorsque quelqu'un parlait de mafia, c'était quoi la réponse? On disait, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est quoi la réponse? Ah, tu gagnes de l'argent grâce à ça. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? La deuxième accusation, c'est une évolution de l'invitation à l'omerta. Puis il y a une troisième option. Ah, tu parles de ça, mais les jeunes qui vont voir le film, ils vont devenir mafieux. C'est mieux que de dire on ne doit laver son linge sale qu'en famille, comme le disait Andreotti. Elle a l'air quand même bien accrochée au pouvoir et on a l'impression de France, quand on regarde l'Italie, que la gauche est complètement, comme en France d'ailleurs, désorganisée, on va dire, et que l'extrême droite a l'air bien installée. S'il y a des élections, on a l'impression que la petite bande qui dirige l'Italie en ce moment est là pour plusieurs années encore, non? Je crois que oui. Je ne vois pas d'alternative. Les entrepreneurs lâches italiens se sont précipités pour aller ramasser les quelques monnaies jetées par ce gouvernement. Donc on a une bourgeoisie qui est totalement en crise, qui n'a pas d'idée, qui est lâche, superficielle, magouilleuse. La bourgeoisie italienne est morte.
Dans les secteurs où il y a encore quelque chose qui survit, bon, la mode par exemple, eh bien, la mode n'a plus voix au chapitre. Dans les constructions, eh bien, les constructions sont totalement soumises au cartel criminel. Ensuite, tout ce qui concerne le pétrole, bon, ce sont là encore des milieux qui sont très corrompus. Aujourd'hui, quand on est face aux entreprises italiennes, il faut être prudent, bien entendu. Alors, il est vrai qu'il existe également des entrepreneurs sains, ça c'est vrai, heureusement qu'ils existent, mais souvent, ils ont des difficultés. Ma question concerne l'élection de Trump. Peu de gens le savent. Est-ce que toi, Roberto, tu t'es intéressé au parcours de Donald Trump et surtout ses liens avec la mafia? J'ai le souvenir d'un livre d'un de mes amis qui s'appelle Fabrizio Calvi. Est-ce que dans tes enquêtes, tu retombes là-dessus? Quel est ton regard, toi, sur les liens entre Trump et la mafia? È assolutamente essentiel. Il est absolument essentiel de parler des rapports entre Trump et la Maison-Blanche ainsi que la Russie. Ce sont des rapports d'un promoteur immobilier qui se lie à des organisations criminelles, un rapport économique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires qui racontent, par exemple, que Cosa Nostra voulait bloquer le ciment pour avoir une augmentation des prix. En fait, les bétonnières arrivent avec le ciment et ils ont dit ou tu me payes ce ciment ou bien grâce au syndicat, eh bien je fais arrêter cette production de ciment. Ça veut dire que le ciment va devenir dur et il faut le jeter. Et c'est comme ça qu'augmentaient les prix et on payait plus. Sauf les chantiers de Trump qui sont directement liés aux 5 familles, directement liés aux 5 familles. Et bon, on pourrait approfondir beaucoup le rapport avec la mafia russe. Il a des liens directs avec les personnages qui amènent l'argent des organisations russes dans ces coffres forts. Pourquoi on se lie à la mafia? Bon, se lier, c'est trop général comme mot. Trump n'a pas décidé de faire commettre des meurtres à l'époque. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'importe, c'est le rapport avec l'économie vivante, l'économie criminelle, qui ne va pas rechercher d'autres entrepreneurs, ou du moins que les entrepreneurs ne veulent pas. Il recherche surtout les entrepreneurs qui ont des difficultés, qui sont un petit peu magouilleurs, qui sont un petit peu des brigands. Ces capitaux recherchent les entrepreneurs qui n'arriveraient pas à s'en sortir tout seuls, ou bien les entreprises qui sont en crise. Ils ne prennent pas des entreprises saines parce qu'ils savent que les entreprises saines ont peur d'être ensuite un petit peu prisonnières. Et donc, Trump est le premier président des États-Unis, non pas qui a des liens avec des mafias, parce qu'il y en a eu d'autres avant lui, comme tu le sais, mais c'est le premier qui a été créé comme champion de l'immobilier par ses rapports avec la mafia. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il a des comptes à rendre à ces mafieux, ou aux enfants de ces mafieux. Il est mis en place là-bas par eux, non? È un tema che mi sto ponendo perché Oui, c'est une question que je me pose parce que les familles qu'il a aidées, bon, elles n'existent plus depuis des années, mais maintenant, elles sont en déclin. Et je pense qu'il a déjà liquidé sa dette. La situazione è peggiore. Mais la situation est pire parce que c'est un président qui sait que ce monde ne doit pas être attaqué. È un ha un senso pratico. Si il a besoin de ce monde, un jour, on en reparlera. C'est un monde qu'il a toujours soutenu. J'aimerais te poser une autre question qui a à voir avec ton précédent livre, avec Gomorrah, avec tous tes personnages, Ciro et d'autres. Est-ce qu'il sait que ce sont devenus des figures un peu mythiques pour des rappeurs français? Je suis plus Savastan que Ciro, et je préfère m'éteindre plutôt que de briller dans l'ombre de ces bâtards, le monde Chico. Mourir j'aime comme Daniel, regarde ce qu'on a fait pour le chiffre. Il y a beaucoup de rappeurs français qui s'en servent comme des héros modernes, alors que toi, c'est ta vie qui a été consacrée à ça. Enfin, je veux dire, qui est massacrée par ça. Et comment toi, tu vois cette chose? Je rejette toujours l'accusation d'avoir mythifié les organisations criminelles. Elles ont un charme, elles sont fascinantes, c'est normal, on va dire que c'est quelque chose d'ordinaire. Je veux utiliser un engagement avec les personnes qui me regardent. C'est ça le côté mythique de ces organisations. Il y a ce côté mythique parce que moi, par exemple, qui parle de cela, eh bien, je parle de vie, de mort, de violence, et ce sont des éléments extrêmement fascinants. Mais si je regarde Narcos, je ne vais pas devenir un narcotrafiquant pour autant.
Même si je dis que Pablo Escobar est un mythe, c'est pas grave. C'est un outil pour connaître. Je voulais lire la fin de ton livre parce que les dernières phrases avec cette magnifique photo de Falcone et qui est très, très émouvante, quoi. Et peut-être tes derniers mots, puisqu'on est obligé de finir. Je le lis. Le bureau de Giovanni Falcone est bien rangé. Il a tout laissé en ordre et ses collègues avaient tort d'interpréter cette initiative comme un adieu. S'il avait su que son heure était venue, il ne serait pas parti avec la femme de sa vie. Il était convaincu d'avoir encore quelques moments à vivre pleinement et d'autres à gâcher. Alors, cette frénésie, ce besoin soudain d'ordre, reste un secret pour tout le monde, sauf pour Paolo Borsellino. Il sait, lui, donc Paolo, qui est le collègue, l'ami, qui va mourir 2 mois après Falcone, assassiné. Il sait, lui, ce que voulait dire Giovanni quand il parlait de laisser des choses en ordre. Il était convaincu que bientôt, il allait changer de poste, qu'il allait devenir procureur national anti-mafia. Il n'a jamais arrêté d'espérer que tout ça allait s'arranger, qu'on lui donnerait la possibilité de faire la lumière. Mais pour de vrai cette fois, une véritable lumière qui déferrerait les ténèbres et permettrait à tout le monde d'y voir clair. Il l'a espéré souvent et cela lui a valu des défaites, des trahisons, des humiliations. Mais il a continué d'espérer, plus fort qu'avant. Pas une seule fois, mais à répétition, sans trêve. Il a suivi son éternelle et formidable obsession. La pensée d'un monde sans plus de mafia, brûlée dans sa poitrine. Et quand une pensée habite les corps, peuple les esprits. Un jour ou l'autre, elle finit par peupler également la terre. Tout cela, Paolo Borsellino le sait. Il est pareil. Et c'est pour ça, maintenant, qu'il donne des coups de poing dans le mur de son salon en criant « Giovanni, Giovanni », le visage sillonné de larmes qui roulent sur ses joues rasées et tombent sur ses chaussures noires. Lui non plus n'a jamais cessé d'y croire. Seulement, maintenant, il se sent seul et il est inévitable qu'il en soit ainsi, car le courage est solitaire. Merci infiniment, Roberto, pour ces magnifiques phrases et ce magnifique livre. Grazie.